Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous, Maria Poumier. Vous êtes invitée aujourd'hui en tant qu'auteur. Vous avez publié un livre essentiel, chère Maria, Marchandiser la vie humaine. C'est un livre à la fois collectif, mais un livre que vous avez dirigé, mais auquel vous avez contribué. Et c'est un sujet extrêmement non seulement important, mais essentiel, puisque ça concerne la vie humaine, marchandiser la vie humaine, dans un phénomène qui se situe dans un contexte général de marchandisation de tout, des rapports humains, même des relations entre enfants et parents. On voyait maintenant on a des relations assez extraordinaires. Les maris payent les femmes pour faire telle ou telle tâche. Les mères payent les enfants pour faire. On marchandise tout. Voilà. Alors, je vais lire 3 lignes qui donnent le nom d'ailleurs de vos co-auteurs, 3 lignes de la 4e de couverture. Nous avons donc les contributions d'Armada, Charybde, mais pas Scylla, Lucien Cerise, excusez-moi pour ce mauvais jeu de mots, Francis Cousin, qui est bien connu, qui est un marxiste dissident, Françoise Petit-Demange, Sébastien Reynaud. Alors, gestation pour autrui, grossesse pour argent, ou encore gigantesque programme d'arnaque, en parcourant les connexions entre le business de la stérilisation, le trafic de fœtus et d'organes, les réseaux mafieux pour recruter des femmes, gisement dans le monde entier. Ce livre prend résolument le contre-pied des lobbyistes qui veulent imposer à la France des lois permettant le trafic des femmes valises, ou en CDD, engrossés et jetables, et d'enfants programmés pour être abandonnés, achetés ou plus tard revendus. Je donne tout de suite cette information pour ceux qui l'ignoreraient. Aux États-Unis, on met des enfants à vendre sur Internet, on les adopte, des couples homo adoptent ces enfants et puis s'enlacent et veulent un autre produit plus up-to-date, plus adapté à leur, je ne dirais pas à leur fantasme, mais en tout cas à leur désir de paternité un peu contre nature, et donc ça se change. Rappelons que M. Berger, le milliardaire bien connu et mécène, avait dit que vendre son ventre, c'était pas pire que de vendre ses bras. Oui, on peut tout mélanger, et je crois que nous sommes dans une époque d'immense confusion. Alors, je montre bien le livre. Maria, pourquoi avez-vous pris fait et cause pour ces PMA, ces GPA? Contre, pas pour. Pas pour, mais pour la dénonciation, si vous préférez. J'ai pris la peine de faire des recherches et de chercher des contributeurs d'horizons très divers, c'est ça que j'ai cherché, pour que nous soyons ensemble dans un volume, pour prouver à tout le monde qu'on a une occasion unique de faire un front commun avec absolument toutes les personnes de bon sens, quelle que soit leur idéologie de départ. Dans les autres contributeurs, j'explique ce que vous n'avez pas présenté. Sébastien Reynaud est un militant catholique. Ah ben je ne pouvais pas... Il n'est pas connu en France, hein. Voilà. Mais c'est un cerveau absolument prodigieux. Et un militant incroyable, hein, prêt vraiment à prendre tous les risques. Et donc il fait un travail considérable à partir de cet horizon. Vous voyez, là, et sa recherche porte sur l'infertilité, le business de l'infertilité, qui est la condition pour qu'il y ait business de la GPA, de la fabrication d'enfants. Parce que si ça marche tout seul, hein, selon la nature, comme ça a toujours marché, et comme dans le règne animal, ben, ces gens-là ne peuvent pas introduire leur business. Donc il faut prendre conscience de ça, et c'est de ce côté-là qu'on a beaucoup de retard. Que tout repose sur le développement de la stérilité. Dans les pays les plus développés, c'est là qu'elle est le plus développée. Et ce n'est pas tout à fait hasard, stérilité masculine, mais également féminine. On sait très bien que tout cela est lié à des substances. À des tas de substances, au choix de retarder ces maternités jusqu'à l'âge où justement ça devient plus possible, où le corps dit non. S'y refuse, voilà. Alors à part ça, vous avez la contribution d'Armada, un collectif d'Antillais et d'Africains, qui remarquent les mêmes techniques, et ça m'intéresse énormément, pour nous faire rentrer dans ce nouvel esclavage que les techniques utilisées autrefois pour développer l'esclavage africain et pour que ça paraisse parfaitement normal aux Européens. Alors là, ce sont des techniques de marketing et je suis très contente de pouvoir aller de plus en plus loin dans cette recherche. Alors pourriez-vous développer un petit peu quelles sont ces techniques? Voilà. C'est le fond de la question, c'est juste du business et de l'emballage commercial et idéologique adapté. Oui, mais quel rapport avec l'esclavage? C'est très simple. La GPA est une invention israélienne et c'est un monsieur israélien qui est à la fois, par définition,
juif, mais en plus homosexuel, et qui s'est fait faire 2 enfants avec la machine qu'il a mis en route lui-même. Voyez, ce monsieur, il est classé comme aussi important que Bill Gates, que le fondateur de Google. Tout à fait, oui, non, mais il est connu. Vous voulez rappeler son nom, peut-être? Doron Mamet. Oui, c'est l'une des grandes fortunes mondiales. Absolument. Donc vous voulez dire que l'esclavage, on importait des hommes pour leur force de travail et leurs bras, et là, on va aller dans les pays les plus pauvres, pas seulement africains, mais on va aller dans les pays les plus pauvres louer le ventre des femmes. Non, maintenant la mondialisation, elle est totale. On prend toutes les femmes du monde pour jouer le rôle de super imbéciles qui vont brader pour rien leur santé physique et mentale. Alors les plus pauvres, ce sont les Sud-Africaines, qu'on déporte, qu'on emmène en Inde, on les enferme 9 mois. Ah, on les emmène en Inde. On les enferme 9 mois, elles pondent, on les renvoie n'importe où, et elles auront touché à peu près 300 €. C'est tout. Ah oui, voilà. C'est les moins chers au monde en ce moment. Bon. Alors vous êtes en train de nous dire, sans jeu de mots... Les Américaines de la classe moyenne qui tombent dans le panneau et qui disent « Oh, je vais faire du bien à l'humanité, aux pauvres femmes stériles ». Alors moi, mon tarif est un petit peu plus élevé. Oui, c'est 3 000 €, voilà. Et donc on tombe... Non, mais il faut utiliser les bons mots pour bien définir le mal, dans l'ubérisation du ventre féminin. Voilà. Alors, si on comprend bien cette logique des sociétés Uber, on comprend tout. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme. Des pigeons, et on veut nous faire rentrer dans la machine qui va nous mettre en esclavage complet. C'est ça la logique. Alors à base d'innovation, de bluff, d'audace incontrôlée, et avec un objectif, casser toutes les législations nationales partout. Et au nom de la liberté, on vous dit on va vous rendre plus libre, en fait on nous rend plus esclaves. Les slogans, c'est à la tête du client. Aux homosexuels, on leur dit « Oh, vous allez être papa, c'est merveilleux ». On leur montre une photo d'un môme qui a 15 jours, qui est joufflu et tout. On ne lui dit pas « Dans 15 ans, ce sera un sale môme ». Tous les parents savent qu'un gosse, c'est très mignon les 2 premières semaines. Puis après, le boulot commence. Enfin, ou les quelques premières années, oui. Le boulot commence ensuite. En tout cas, il ne faut certainement pas rester des nourrissons mignons. Et puis on en prend pour 20 ans, voilà. Et puis ce sont des gosses qui sauront très vite, grâce à l'ubérisation de l'information, quel prix ils ont été achetés, et quel prix ils seront revendus s'ils ne donnent pas satisfaction à leurs parents. Ils seront revendus à qui? À d'autres encore plus cinglés, tarés, absurdes, bon. Ou bien à des réseaux pédophiles, trafic d'organes, etc. Ils seront revendus s'ils ne donnent pas satisfaction, puisqu'ils ont été achetés. Plus ils ont été achetés cher, plus on attend un retour sur investissement. Maria, je fais une petite incidente, mais vous n'avez pas constaté comme moi que dans ce monde où on fétichise, on idolâtre même la vie humaine, avec les droits de l'homme, avec les droits de ceci, les droits... la vie humaine n'a jamais eu aussi peu de valeur réelle. Absolument. Mais dans les discours, la vie humaine est quelque chose auquel on ne doit pas toucher. Et ce n'est vraiment que de la langue de bois, et en général, pour comprendre la langue de bois, il suffit de voir ce que ça donne si on traduit le langage avec un code tout simplement négatif. On inverse le sens des mots. Vous avez par exemple la notion de droit reproductif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'imposition à toutes les femmes de vivre sous contraception toute leur vie, d'avorter autant que possible et d'ingérer des tas de produits qui les rendent à la longue infertiles. Et la contraception, c'est également le cancer. Oui, de plus en plus, on sait que 50 ans de pilule, on prend... Oui, on nous emmerde avec le tabac, avec la cigarette, mais la pilule, ça, on ne le dit pas. C'est un secret d'État. Donc il faut tout inverser dans la rhétorique. Donc on est dans une logique orwellienne. Totalement orwellien. Non, mais il faut le dire, il faut le rappeler. Je dirais pire qu'Orwell, parce que Orwell, il était focalisé sur l'idée que le communisme était le diable, Satan. Mais on a fait beaucoup mieux depuis l'époque d'Orwell. Le communisme, il n'a pas gagné la bataille sur la terre entière. Non, mais il aurait peut-être fallu relire Bakounine, dont je ne suivrai pas les idées extrêmement extrémistes. Mais Bakounine avait bien vu qu'il y avait un lien entre le bolchevisme et l'hypercapital. Il disait à Londres, Karl Marx fréquentait Rothschild. Ils s'entendaient très bien. Aujourd'hui, oui, Maria. Oui. Si tu tiens, mais ça n'explique rien. Ah, ça explique beaucoup de choses. Maintenant, je me centre sur un facteur très décisif dans la marche à la stupidité complète et à l'abîme. Marche à l'abîme, tu as bien dit, oui. C'est la stupidité féminine. Les femmes acheteuses et vendeuses. Non, parce que c'est un marché qui s'adresse aux femmes. Oui. Oui, vraiment. Les histoires de GPA.
Les hommes, ils sont encore un petit peu indifférents. Les hommes sont capables de faire du don de sperme anonyme comme ça, sans se poser de questions. Oui, mais ce qui est déjà grave, savoir qu'on va avoir des descendants... Oui, mais ça ne les perturbe pas. Oui, moi ça me perturberait, hein, sincèrement. Oui, apparemment, il y a encore des gens qui marchent là-dedans, comme un don du sang payant, bon, ça rapporte quelques centaines d'euros, tant mieux, c'est toujours bon à prendre. Dans les pays très pauvres, ça peut encore se comprendre. Mais si vous voulez, pour une femme, l'enjeu est quand même un peu plus proche de sa réalité physiologique, de son destin, de son avenir, de sa santé mentale. Maria, ne croyez-vous pas que cela a commencé avec l'avortement? On a vendu l'avortement au nom de la liberté, en disant que c'était un acte anodin. On sait d'ailleurs que Arte refuse les films avec des témoignages de femmes qui ont souffert dans leur chair et dans leur âme de ces avortements, mais ça, il ne faut pas le dire. Il n'y a que des avortements heureux. Voilà. Non, l'avortement, c'est un acte chirurgical dont les effets secondaires apparaissent avec 10 ans, 20 ans, 30 ans de retard, mais ils sont catastrophiques. Oui, là vous parlez de... suicide et puis maladie mentale chez les femmes. Voilà, donc oui, il y a un traumatisme. Il n'y a pas d'avortement anodin, ça n'existe pas. Oui, ce n'est pas une fausse couche naturelle, c'est un acte... Alors, disons le mot, c'est un acte profondément contre nature. Totalement. Pas contre la nature féminine, contre la médecine. Enfin, c'est violer le serment d'Hippocrate à tous les niveaux. Hein. Tuer des enfants et rendre des mères, des femmes folles. Parce qu'elles sont schizophrènes, les femmes qui avortent. Hein. Parce que la société leur dit « Ah ben c'est très bien, c'est tout à fait normal ». Mais elles ressentent le contraire. Et ce conflit va s'aggraver. Oui, c'est-à-dire que si on devait parler psychanalyse, il y a un refoulé. Une schizophrénie. Il faut vivre sur deux plans contradictoires en même temps. Mais c'est ce que l'on fait de façon en permanence. Hein. Dans notre société, on nie la réalité, il y a une négation du réel, et on vit dans un domaine idéologique permanent, c'est-à-dire une reconstruction, l'idéologie étant une fausse semblance du réel. Mais alors, les femmes continuent à être les grandes clientes, hein. Tous les systèmes mais on leur a dit que c'était la liberté. S'adressent aux femmes. Je me souviens, Maria, d'une émission de radio que j'avais donnée, j'avais invité une jeune femme féministe, pas vraiment féministe, mais qui me disait à moi, monsieur, je préfère 1000 fois un patron à un mari. Alors, il y a de bons maris, il y a de mauvais maris, il y a des mariages heureux et malheureux. Mais enfin, ça me semblait extraordinaire, parce qu'un patron peut jeter une femme, enfin son employé. Aujourd'hui, il y a peut-être quelques pare-feux, Alors là, il y a une chose qui me scandalise et qu'il faut rappeler, hein, c'est le bon moment, c'est que François Hollande, qui est censé être notre président, lui, il est pour la PMA pour toutes les femmes. C'est-à-dire pour les femmes célibataires ou vivant en couple de femmes, elles n'ont qu'à aller se faire un gosse en Espagne, ils trouvent ça très bien. Un gosse donc sans père. Alors moi je me dis, mais enfin c'est quand même dramatique. Ce monsieur, il est censé représenter un pays. Et donc à la fois le passé de ce pays, l'avenir de ce pays. Et il est en train de dire, un papa, ça ne compte pas, ça n'a aucune importance. On fait des gosses n'importe comment. Pour faire plaisir, pour être sûr d'avoir quelques votes de quelques jeunes femmes lesbiennes. Enfin, c'est ridicule. Je pense que ça va plus loin que ça. Et pas seulement quelques femmes lesbiennes. Je pense parce que c'est l'idéologie profonde de Monsieur Hollande et que vous parliez tout à l'heure, Maria, de course à l'abîme, et qu'aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre, ce qui est en question, c'est pas seulement un marché électoral avec des segments de population électorale, mais c'est une idéologie. Et cette idéologie qui est une idéologie de l'inversion de toutes les valeurs. Il y a des phénomènes qui doivent nous inciter à un certain optimisme. C'est pourquoi moi j'évite, si vous voulez, de généraliser. J'aime bien attaquer quelques cibles précises parce qu'elles sont faciles à déconstruire. Je pense que vraiment, nos gouvernants, une grande partie des juristes, des avocats, des magistrats, sont des gens achetés par le lobby médical, tout simplement. Jacques Testard en dit énormément de mal de ce lobby médical, il a vraiment raison. Ce n'est pas le seul lobby, mais nous vivons dans un monde où tous les gens qui ont du pouvoir sont corrompus. Alors moi je pense aussi à la corruption intellectuelle de gens qui se laissent gagner justement par ces idéologies totalement libérales, libertaires. On fait n'importe quoi, on peut faire... N'oubliez pas que on nous raconte que l'homme est une construction. La nature humaine, c'est sa culture. Donc on peut faire et défaire une construction. Et c'est ça le propre de l'idéologie. C'est on met des chevilles rondes dans des trous carrés, et si la cheville ronde ne s'enfonce pas, on donne des coups de marteau dessus. Alors là, je pense quand même, si vous voulez, que
le lobby inventeur de la GPA, qui est absolument israélien. Israël est le premier pays à avoir autorisé la PMA, la GPA pour les homosexuels. Et Israël en fait une grande consommation, incite vraiment à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il faut compenser les pertes de l'Holocauste et battre les Palestiniens sur le terrain de la natalité. Il le dit, c'est officiel. C'est officiel. Et comme c'est Israël aussi qui a inventé la Gay Pride, alors... tout ça va de pair. Petite Donc il faut une publicité en direction des homosexuels, une autre en direction des femmes, chacune est adaptée au public. Petite anecdote, Maria, qui illustre votre propos. Quand il y a eu un séisme majeur au Népal, Israël a envoyé immédiatement des équipes de secouristes, non pas pour secourir les Népalais, mais pour secourir les homosexuels israéliens qui étaient sur place pour faire engendrer par des ventres népalais, faire engendrer leur descendance. Une précision, ce ne sont pas des ventres népalais, ce sont des indiennes. Parce que le gouvernement indien est en train de... Qu'on exportait au Népal. Voilà, alors on les met dans des bus ou dans des avions et hop là, elles vont pondre là-bas au Népal. Bon, mais ça y est, le Népal n'en veut plus. Hein, ça s'appelle la mondialisation. Hein. Il n'en veut plus, donc ça fait le Népal, l'Inde, la Thaïlande, qui ne veulent plus entendre parler de GPA commercial pour les étrangers. Pour les nationaux, ils disent, bon attendez, ça c'est notre problème, on va y gérer au mieux. Mais en tout cas, ils ne veulent plus entendre parler des étrangers. C'est pas la peine d'ajouter que les pires pour eux, c'est les Israéliens homosexuels. Monsieur Doron Mamet, agence Tammuz. À connaître. Bon, vous avez une dent contre les Israéliens, mais je pense qu'elle est justifiée. Non, je veux que tout le monde comprenne que c'est de là que ça part. Vous avez raison de marteler cette question, puisque vous en avez encore le droit pour l'instant. N'oubliez pas que, par exemple, sur l'avortement, critiquer l'avortement tombe désormais sous le coup de la loi. Absolument. Puisque ça serait de faire d'essayer d'empêcher la liberté de l'avortement. Que ne fait-on pas au nom de la liberté et de l'égalité, d'ailleurs? Heureusement, donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on ne puisse pas faire marche arrière. Hein. Les promoteurs de tout ça, les Google, les Facebook, les Microsoft, ils n'ont jamais connu un échec. Ils peuvent perdre des procès, ils s'en fichent, ils continuent leur marche en avant. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un jour on dise, eh ben non, on arrête Facebook, c'est-à-dire l'espionnage consenti. On livre nous-mêmes nos données à la police par Facebook. Google, c'est à peu près la même chose, institution de censure universelle. Bon, ils ne peuvent pas imaginer que ça s'arrête. Sur la GPA, si. On est en plein boom, ça se fait dans tous les pays du monde dans des conditions illégales. En France, il y a énormément de femmes qui viennent de l'étranger pour ça, pour accoucher sous un faux nom ou abandonner. Et avec le droit du sol, ça fait des petits Français, puisqu'il est automatiquement. Alors que dire de plus, Maria? Que peut-on faire concrètement pour remonter le courant torrentiel de la stupidité féminine, comme vous dites? C'est très simple. Tout le monde est un petit peu effrayé par les histoires de vagues de réfugiés qui s'abattent sur l'Europe. En France, bon, pour le moment, il n'y a que Calais qui est touché, bon, mais tout le monde se dit... Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a 8000 qui entrent par jour en France actuellement. Mais ça, on ne le dit pas, évidemment. Et quand même, toutes les familles commencent à se dire, oui, c'est vrai que ces immigrés, ils sont prêts à violer nos femmes, à nous les prendre, et ils se vantent de faire, eux, plein de gosses, alors que nous n'en faisons pas. Eh bien, peut-être qu'il serait temps de se remettre à faire des gosses. Alors ça, c'est une question qui se pose, et je pense que n'importe quel être jeune, en possession de ses moyens, qui n'est pas encore complètement intoxiqué par l'idéologie, peut remettre en action la machine qui marche automatiquement après une guerre. Tout le monde se remet à faire des bébés après une guerre, parce qu'on se dit « Ah, mais c'est affreux, on va disparaître, on a failli disparaître. » Et puis on a perdu du temps, et puis... Il faut rattraper le temps perdu. Bon, à mon avis, on peut très bien entrer dans une logique comme ça, qui n'a même pas besoin d'être verbalisée. Et ça, c'est formidable, parce que à ce moment-là, toute la propagande, elle s'écroule. Pour une fois, je vais dire du bien du cinéma américain, parce que dans le cinéma américain, les enfants tiennent une grande place, la famille tient une grande place, on fait des gosses, le bébé est au centre du monde, jamais sans ma fille, jamais sans mon fils, je ne sais pas quoi. Donc merci le cinéma américain pour ça, mais il faudrait peut-être que les Français, je sais pas, mais ils regardent des feuilletons, les Français, comme Plus belle la vie, qui fait moi j'ai jamais regardé, mais je crois que La plus belle la vie fait l'apologie de toutes ces libertés, libérations, anticonformisme moderniste. Vous avez déjà regardé ça, vous, Maria? Malheureusement, chaque fois que je tombe dessus, ça m'ennuie tellement que je aussitôt Joseph. Oui, non, mais je crois que l'apologie... Oui, enfin... Non, ça m'ennuie, tout me semble tellement faux que je suis jamais... Voilà, ça vous semble tellement faux. Non, mais l'apologie d'homosexualité est omniprésente, je crois, dans ces séries, non? Oui, mais je crois que ça marche pas, ça prend pas sur les gens.
Ça prend pas tant que ça. Alors, ce qui reste à expliquer aux gens, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'ils n'arrivent plus du tout à se reproduire naturellement, de façon à ce qu'ils soient obligés de payer très cher des cliniques pour arriver à faire des gosses. Le jour où ils se réveilleront, hein, à 40 ans ou 50 ans. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. On veut les empêcher de faire des gosses naturellement pour qu'ils payent. C'est la logique des OGM, c'est la logique des élevages. Alors, pas de reproduction sauvage. Le tout plastique avec ces hormones mimétiques qui se dégagent des emballages plastiques et qui ont dû contribuer à la stérilisation de nos sociétés ne font pas partie d'un plan conspirationniste pour stériliser les gens, je pense, mais il y a une exploitation opportuniste d'un état de fait. Il est probable que beaucoup de produits qu'on nous impose sur les marchés mondiaux comportent cette dimension stérilisante et que les fabricants le savent et qu'ils les vendent au gouvernement ou aux institutions internationales avec cette composition. Vous allez jusque-là? Mais oui, parce que par exemple pour les vaccins... Parce que ça ressemble fortement à une conspiration. Oui, pour les vaccins, oui. Pour les Africains, pour les Guatémaltèques, pour les Libanais, ça on le sait, hein, ils sont toxiques. Empoisonner l'eau. Je pense par exemple si Israël décidait qu'il faudrait que les Palestiniens boivent de l'eau qui les stérilise. C'est Israël qui fournit l'eau aux Palestiniens. Je vois pas ce qui les empêcherait. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ah ben, je suis désolée, mais je ne connais pas la question. Si ça se trouve, ils le font. Si ça se trouve, il y a des résistances. Je n'en sais rien. Oui, ou parce que ça serait trop gros. Un Israélien est bien capable d'inventer ça. Et puis parce que et ça se fait dans tous les pays pauvres dont on veut réduire la natalité. Ça se fait partout. A besoin de méchants Palestiniens pour pouvoir serrer les rangs, construire un mur et construire. Mais la natalité palestinienne a baissé considérablement maintenant. Hein. Construire un État mono-ethnique. Oui. Curieusement, vous voyez, la natalité israélienne a augmenté mystérieusement, puisque d'après les statistiques israéliennes, on ne sait pas si un enfant a été fait naturellement ou fabriqué. On ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. N'importe qui arrive avec un bébé, un papier en disant voilà c'est moi le papa, bon parfait, un Israélien de plus, terminé. Donc la natalité palestinienne baisse, la natalité israélienne augmente. Alors que c'est le pays où la stérilité est la plus élevée au monde. Parce qu'apparemment, génétiquement, il y a des phénomènes d'épuisement, de multiplication de tares, de choses qui font que l'avortement est très élevé pour raisons thérapeutiques en Israël. Et puis les Israéliens sont d'accord, hein, ils ne veulent pas d'enfants tarés. Mais donc stérilité maximum, enfin infertilité, hein, hommes et femmes, hein, des couples. Et cependant, une natalité assez élevée. Plus que dans les autres pays développés. Il y a des mystères. Il y a des mystères. Et ce ne sont pas les falachas qui se reproduisent le plus. En tout cas, on fait tout pour les empêcher de se reproduire, ça je suis tranquille. Bon, là on n'a même pas besoin de preuves. Maria, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui. Avez-vous un mot de conclusion? Oui. Heureusement, il y a des femmes qui meurent pour cause de GPA aux États-Unis. Parce qu'il y a des femmes, hein, des classes moyennes des États-Unis qui, pour offrir des vacances à Disneyland à leur famille, hein, font un gosse pour quelqu'un d'autre. Les Américaines sont spéciales. Mais ça y est, des femmes qui font des GPA à répétition, eh ben, elles en meurent. Oui, voilà, c'est bien, c'est très bien. Les femmes qui donnent leurs ovocytes, pratiquement pour rien aussi, eh ben, elles attrapent des cancers. Alors, je vais faire une comparaison épouvantable, mais qui s'impose, c'est celle de l'élevage industriel. Les vaches sont inséminées artificiellement, elles font gestation sur gestation, elles aussi, donc un veau tous les, je sais pas combien de mois, tous les 9 mois, et puisque c'est à peu près le même temps de gestation que la femme humaine, bipède, et au bout de 3 ans, on les abat. À la boucherie. Alors maintenant déjà, hein, on envoie à la boucherie les enfants dans les cliniques d'avortement. Le planning familial, aux États-Unis du moins, participe à ce négoce juteux. Pourquoi pas les pièces détachées d'enfants nés? Mais aux États-Unis, et nous concluons, Maria, il faut malheureusement conclure à un moment ou à un autre. Vous savez très bien que ceux qui ont porté plainte contre le planning familial, qui fait le commerce des pièces détachées d'enfants, qu'il y a des procédures d'avortement spéciales pour préserver les organes qui seront prélevés sur les enfants à naître. Et qu'on recule constamment, en permanence, la durée de la gestation avant le... Et qu'il y a un objectif à atteindre pour notre ministre de la Santé, c'est un avortement pour 4 naissances dans toutes les structures hospitalières de France. C'est formidable. S'il n'y a pas un objectif commercial là-dedans... Eh bien, il faut le dire et le répéter. Voilà, Maria, merci à vous. Vous reviendrez bientôt pour nous reparler de ces sujets qui sont qui sont vitaux. Merci. Merci encore. Merci. À très bientôt. À bientôt.